Sous la surface paisible de la vieillesse se cache un monde souterrain rempli de sombres secrets et d'actes inimaginables. Bienvenue dans un documentaire qui explore les recoins les plus sombres de la vie de personnes âgées qui ont défié la notion de fragilité, laissant une trace d'horreur et de mystère. Préparez-vous à des histoires qui retiendront votre attention jusqu'à la dernière minute. Irmgard Fürchner, une femme dont la vie était directement liée à l'un des moments les plus sombres de l'humanité, a vécu pendant des décennies sous le couvert de la normalité. Derrière cette apparente simplicité se cachait un passé qui la liait aux terribles crimes commis pendant l'Holocauste. Son histoire nous emmène au camp de concentration de Stutthof, situé dans la Pologne occupée par les nazis, où elle jouait le rôle de secrétaire administrative. Dans le camp de concentration, Irmgard n'était pas une figure marquante, mais son rôle avait un poids immense. En tant que secrétaire, elle enregistrait et organisait les informations essentielles au fonctionnement du camp. Ces dossiers administratifs faisaient partie du mécanisme qui a entraîné la mort de milliers de personnes. Sa plume, aussi inoffensive soit-elle, est devenue une arme dans le génocide. Le camp de Stutthof, initialement créé pour les prisonniers polonais, s'est transformé en un lieu d'horreur indescriptible. Là-bas, plus de 65 000 personnes ont perdu la vie, victimes d'exécutions, de faim, de travail forcé et de conditions insalubres. Irmgard, dans son rôle de secrétaire, a contribué à tenir des registres précis, notamment des listes de prisonniers et d'exécutions. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux criminels nazis ont été jugés pour leurs actes, mais d'autres ont réussi à échapper à la justice pendant des décennies. Irmgard faisait partie de ces personnes. Pendant des années, il a vécu sa vie dans la discrétion, sans que son passé ne soit révélé. Cela soulève des questions sur l'efficacité de la poursuite de la justice et sur la manière dont tant de personnes impliquées dans les horreurs nazies ont réussi à se fondre dans la société. La persécution tardive des criminels nazis témoigne de la persistance des survivants et des militants qui luttent pour que les responsables rendent des comptes. Même à un âge avancé, des personnes comme Irmgard ne sont pas à l'abri de la justice. Cet effort est aussi une manière d'honorer les victimes et de préserver la mémoire de ce qui s'est passé. Quand Irmgard a finalement été traduite en justice, elle était déjà une femme âgée. Cependant, son âge n'enlève rien à la gravité de ses actes. Au cours du processus, il est devenu évident qu'elle savait ce qui se passait à Stutthof et que son rôle contribuait à maintenir le système de mort opérationnel. Sa défense a fait valoir qu'elle n'était qu'une employée exécutant des ordres, mais le tribunal a estimé que cela ne l'exonérait pas de sa responsabilité. Le procès d'Irmgard Fürchner était symbolique à bien des égards. Il a montré que même après tant d'années, il est possible d'obtenir justice. Il a également précisé que le rôle de chaque individu dans un système d'oppression doit être examiné. Même ceux qui n'ont pas appuyé sur la gâchette peuvent avoir contribué aux atrocités commises. La condamnation d'Irmgard a déclenché un débat sur la moralité de juger des personnes aussi âgées pour des crimes commis il y a plusieurs décennies. Certains prétendent qu'à son âge, la punition perd son sens. D'autres soutiennent que la justice est essentielle, quel que soit le temps écoulé ou l'âge de l'accusé. Pour les survivants de l'Holocauste et leurs familles, le procès d'Irmgard a représenté un moment de justification. Beaucoup ont tout perdu pendant la guerre, leur famille, leur maison et leur dignité. Voir quelqu'un comme Irmgard être tenu pour responsable a apporté un certain réconfort et l'espoir que la mémoire des personnes disparues ne sera pas oubliée. La mémoire de l'Holocauste est un sujet crucial dans la lutte contre l'intolérance et l'autoritarisme. Des histoires comme celle d'Irmgard Fürchner nous rappellent le danger de normaliser les systèmes d'oppression. Même ceux qui jouent un rôle apparemment bureaucratique peuvent se rendre complices de crimes contre l'humanité. L'histoire d'Irmgard nous met également au défi de réfléchir à la responsabilité individuelle.
Que ferait chacun de nous dans des situations extrêmes? Dans quelle mesure est-il possible de revendiquer l'ignorance ou la soumission face à des actes qui impactent la vie d'autrui? Aujourd'hui, les jeunes générations ont accès à une grande quantité d'informations sur l'Holocauste. Le défi est de garantir que ces leçons soient apprises et appliquées. Le procès Irmgard est l'occasion de pédagogie sur le passé et d'alerte sur les risques de répétition des erreurs. Même si Irmgard a été condamné, l'Holocauste a laissé des traces profondes qui ne seront jamais effacées. Des familles entières ont été détruites et des communautés entières ont disparu. Aucune condamnation ne peut réparer cette perte, mais reconnaître les responsables est une étape nécessaire. Le cas d'Irmgard révèle également à quel point la recherche de justice est complexe et souvent douloureuse. Cela nous amène à nous demander comment gérer le passé et comment garantir que de tels crimes ne se reproduiront pas à l'avenir. La figure d'Irmgard elle-même, une femme âgée, apparemment inoffensive, contraste fortement avec les horreurs dans lesquelles elle a été impliquée. Cela nous rappelle que le mal peut se manifester de manière subtile et que nous devons toujours être vigilants. En tant que société, nous avons la responsabilité de nous souvenir de l'Holocauste et de l'enseigner aux générations futures, non seulement pour honorer les victimes, mais aussi pour garantir que l'humanité ne permette pas qu'une situation similaire se reproduise. Irmgard Fürchner restera dans les mémoires comme un exemple de la façon dont même ceux qui occupent des postes apparemment modestes peuvent avoir un impact dévastateur. Son histoire est un avertissement sur les conséquences de la collusion et du manque de courage pour résister au mal. En fin de compte, le jugement d'Irmgard ne concerne pas seulement une personne, mais tout un système qui a dévasté des millions de vies. Il nous appelle à réfléchir sur notre rôle dans la construction d'un monde plus juste et plus compatissant. En fin de compte, la condamnation d'Irmgard rappelle que la justice tarde peut-être, mais elle n'est pas oubliée. Il symbolise la détermination de ne jamais renoncer à rechercher la vérité et à demander des comptes à ceux qui ont causé la souffrance. Un puissant rappel que tant qu'il y aura de la mémoire, il y aura de la justice. Au milieu d'une histoire aussi marquante que celle-ci, nous avons besoin de votre aide pour amplifier ce message et continuer à apporter des réflexions importantes à chacun. Si vous êtes avec nous dans cette lutte pour la justice et l'égalité, laissez votre like dès maintenant. Cela nous aide à toucher encore plus de personnes. Ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons amener davantage de voix à se joindre à cette conversation indispensable. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des contenus comme celui-ci, plein d'histoires qui informent, émouvent et font la différence. Enfin, votre commentaire est essentiel pour nous. Nous voulons connaître votre avis. Quel impact cette histoire vous a-t-elle marqué? Qu'aimeriez-vous voir d'autres ici? Écrivez ci-dessous. Nous sommes prêts à vous écouter et à grandir ensemble dans ce voyage. Blanche Taylor Moore, née en 1933, porte l'une des affaires les plus intrigantes et les plus sombres de l'histoire criminelle américaine. Aujourd'hui, à 91 ans, elle reste dans le couloir de la mort en Caroline du Nord, où elle attend une sentence devenue synonyme de retard dans la justice et de débats moraux sur les punitions extrêmes infligées aux personnes âgées. Connue sous le nom de Black Widow, Blanche a été reconnue coupable en 1990 d'avoir empoisonné son petit ami, Raymond Reid. Mais son histoire va bien au-delà d'un simple crime. Au fil des années, des soupçons sont apparus selon lesquels Blanche n'avait pas limité sa cruauté à un seul cas. La mort mystérieuse d'autres proches d'elle a soulevé des questions et mis en évidence un comportement effrayant. L'enquête a révélé que Blanche avait utilisé de l'arsenic, un poison mortel et facilement accessible à l'époque, pour atteindre ses objectifs.
Ces crimes ont eu lieu à une époque où les analyses toxicologiques n'étaient pas aussi avancées, ce qui rendait difficile la détection de telles substances. Blanche a grandi dans une famille dysfonctionnelle, entourée de difficultés financières et de relations difficiles. Dès son plus jeune âge, il a développé une capacité particulière à manipuler les gens qui l'entouraient. Son charme et sa capacité de persuasion rendaient difficile la suspicion de ses véritables intentions. Cette combinaison de charisme et de froideur est ce qui lui a permis de construire une histoire de crime sans être découverte pendant si longtemps. L'affaire qui a mené à sa condamnation a débuté en 1986, lorsque Raymond Reed, son petit ami de l'époque, est tombé mystérieusement malade. Il présentait des symptômes comprenant de graves douleurs abdominales, une faiblesse et une perte de poids. Les médecins ont eu du mal à trouver une cause à son état, sans succès. Ce n'est qu'après sa mort, en 1986, et l'exhumation de son corps des années plus tard, qu'on a découvert qu'il avait été empoisonné à l'arsenic. La mort de Raymond a conduit à l'ouverture d'une enquête plus large sur Blanche. Les autorités ont commencé à réexaminer la mort de son premier mari, James Taylor, également décédé subitement. De même, la mort de sa belle-mère, Isla Taylor, et d'un ami proche a également montré des signes d'empoisonnement. Chacune de ces morts semblait suivre un schéma qui désignait Blanche comme l'auteur. Lors du procès en 1990, l'accusation a présenté des preuves accablantes contre Blanche. Des témoignages de personnes qui l'ont connue décrivaient sa capacité à masquer ses intentions sous une apparence d'innocence et de gentillesse. Les analyses toxicologiques réalisées sur les corps des victimes ont confirmé la présence d'arsenic à des doses mortelles. Il était impossible d'ignorer le fait que Blanche avait accès à ces personnes et les raisons de vouloir les éliminer. La défense de Blanche a tenté de faire valoir que les preuves étaient circonstancielles et qu'il n'y avait aucune preuve directe l'alliant au crime. Cependant, l'ensemble des faits présentés lors du procès a suffi à convaincre le jury. En 1990, elle a été condamnée à mort pour le meurtre de Raymond Reed, un verdict qui a choqué le pays. Le cas de Blanche Taylor Moore a pris de l'importance dans les médias, alimentant l'intérêt du public pour les histoires de crimes réels. Sa capacité à cacher sa nature sombre sous une façade amicale et digne de confiance est devenue un point central des discussions sur son cas. Pour beaucoup, cela symbolise le danger de sous-estimer des personnes apparemment inoffensives. Au fil des décennies, Blanche a continué à nier toute implication dans ces crimes. Son refus d'admettre sa culpabilité et sa présence dans le couloir de la mort ont soulevé des questions sur le système judiciaire américain. Les experts et les défenseurs des droits humains débattent encore aujourd'hui de l'efficacité de la peine de mort et de la justice de maintenir des personnes emprisonnées dans des conditions aussi graves et à un âge aussi avancé. Alors que Blanche attend dans le couloir de la mort, son histoire continue d'intriguer et de terrifier. Elle représente un cas extrême de la façon dont le comportement humain peut virer à la cruauté et à la manipulation. Sa capacité à tromper son entourage montre à quel point le mal peut se cacher sous une apparence ordinaire et digne de confiance. L'impact de leurs crimes s'étend bien au-delà de leurs victimes directes. Les familles des personnes qu'elle a empoisonnées ont dû faire face à des années de douleur et de confusion avant d'obtenir enfin des réponses. Néanmoins, la longueur de la procédure judiciaire et la longue attente pour l'exécution de leur peine ont ajouté des souffrances supplémentaires à ceux qui cherchaient à tourner la page. L'histoire de Blanche Taylor Moore souligne également l'importance des progrès de la médecine légale. Les tests toxicologiques et les méthodes d'enquête développées au cours des dernières décennies ont été cruciaux pour élucider leurs crimes. Cela démontre à quel point la science peut jouer un rôle essentiel dans la quête de la justice. Malgré sa condamnation, Blanche reste une figure incontroversée. Pour certains,
Elle est un exemple clair de la façon dont le système judiciaire peut s'efforcer de tenir les criminels responsables, même plusieurs années après les crimes. Pour d'autres, son âge et la longue attente de son exécution soulèvent des questions sur la moralité de la peine de mort. En 2023, Blanche a eu 91 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes détenues condamnées à mort aux États-Unis. Sa situation soulève des débats sur la manière de traiter les criminels âgés et sur la question de savoir si l'emprisonnement prolongé est une forme de punition efficace. De plus, sa présence continue dans le couloir de la mort symbolise la complexité du système pénal américain. Pour les jeunes générations, le cas de Blanche est un puissant rappel des dangers de sous-estimer la capacité humaine de cruauté. Cela sert également d'avertissement sur l'importance de remettre en question les apparences et d'être attentif aux signes de manipulation et de tromperie. Ces enseignements sont essentiels pour éviter que des cas similaires ne se reproduisent à l'avenir. Blanche Taylor Moore n'est pas seulement un nom inscrit dans le casier judiciaire. Elle est un exemple de la manière dont le mal peut se manifester de manière inattendue et de la manière dont la recherche de justice peut être longue et ardue. Son histoire continue de fasciner et d'effrayer, nous rappelant l'importance de ne jamais abandonner la lutte pour la vérité. Bien que son exécution n'ait pas encore eu lieu, sa présence dans le couloir de la mort rappelle que la justice n'est pas toujours rapide, mais qu'elle peut être inévitable. Le cas de Blanche remet en question notre compréhension de la justice, de la rédemption et de ce que signifie tenir quelqu'un pour responsable de crimes aussi terribles. Au fur et à mesure que son histoire se déroule, elle continue d'inspirer une réflexion sur la manière dont nous traitons le mal dans notre société. Blanche Taylor Moore sera un exemple de la complexité de la nature humaine et des conséquences dévastatrices qui peuvent survenir lorsque cette nature est corrompue par l'égoïsme et la cruauté. Sa vie est un sombre témoignage de la nécessité de vigilance, de justice et d'humanité. John Acklin était un homme de 60 ans qui a comparu devant le tribunal du comté de Columbia pour des crimes qui ont profondément choqué la communauté. Il était accusé d'avoir abusé de 2 enfants, une accusation si grave qu'elle a généré une atmosphère de tension et de tristesse dans la salle d'audience. Les victimes, bien que très jeunes, ont eu le courage d'affronter leur agresseur en quête de justice. Le juge Jonathan Nichols a présidé l'affaire avec sérieux et compassion, écoutant les témoignages des victimes qui ont partagé leurs histoires douloureuses. Il y avait du soulagement de voir enfin Acklin répondre de ses actes, mais aussi des émotions contradictoires en revivant les traumatismes qu'il a vécus. Chaque mot prononcé par les victimes était comme une plaie ouverte exposée, mais il représentait aussi un pas vers la guérison. L'accusation a présenté des preuves irréfutables contre Acklin. Les témoignages des enfants ne permettent pas de nier la gravité des crimes. Pourtant, Acklin est resté impassible, ne montrant aucun signe de regret ni de reconnaissance de l'impact dévastateur de ses actes. L'avocat de la défense d'Acklin, John Hillman, a tenté de plaider en faveur d'une peine plus clémente. Il a affirmé qu'Acklin avait des remords, mais son attitude calme tout au long du procès a affaibli cet argument. Le procureur a en revanche insisté sur la nécessité d'une punition exemplaire, affirmant que les crimes d'Acklin exigeaient une réponse ferme de la justice. Au moment du prononcé de la peine, la salle d'audience était silencieuse. Le juge Nichols a condamné Acklin à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a souligné que les actes commis étaient si cruels que la société devait être protégée pour toujours d'Acklin. Les victimes ont entendu la sentence, les larmes aux yeux, estimant que malgré la douleur, justice avait été rendue. Tandis que le cas d'Acklin marquait la fin d'un chapitre douloureux pour les victimes, l'histoire d'Albert Flick, un autre criminel notoire, contenait d'autres leçons. Flick, un homme qui avait déjà été reconnu coupable de meurtre en 1979,
a de nouveau commis des crimes même après avoir été libéré. Son histoire a mis en évidence les dangers de sous-estimer les récidivistes. Flick avait initialement été condamné à 25 ans de prison pour avoir poignardé à mort sa femme Sandra. Après avoir purgé sa peine, il a été libéré en 2004. Cependant, il a rapidement été de nouveau arrêté pour une autre agression violente contre une femme en 2010. En 2014, il a été de nouveau libéré malgré son casier judiciaire. Cette décision de le libérer reposait sur l'hypothèse que Flick, désormais âgé, ne représentait plus une menace. Cependant, cette évaluation s'est révélée fatalement erronée. Alors qu'il était libre, Flick a rencontré Kimberly Doby, une mère de 48 ans. Il a développé une obsession pour elle qui a abouti à un autre crime brutal. Doby avait clairement fait comprendre à Flick qu'il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Malgré cela, il l'a poursuivi jusqu'à ce que, dans un accès de rage et de possessivité, il décide de lui suicider. En plein jour, devant une laverie automatique à Lewiston, dans le Maine, Flick l'a poignardé 11 fois, lui ôtant brutalement la vie. Ses deux fils jumeaux, âgés d'à peine 11 ans, ont été témoins de l'attaque, sans pouvoir rien faire pour la sauver. Les images des caméras de sécurité ont capturé le moment du crime, montrant la tentative désespérée de Doby de se libérer de Flick. Un passant courageux est intervenu et a réussi à arrêter Flick jusqu'à l'arrivée de la police. Il a été arrêté sur place et jugé une nouvelle fois, face à des accusations qui ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. Le procès de Flick a été marqué par un mélange d'indignation et d'incrédulité. Comment un homme au passé aussi violent a-t-il pu être libéré? Pourquoi personne n'avait-il prévu le risque qu'il représentait encore? Le jury, après avoir entendu les détails de l'affaire, est rapidement parvenu à un verdict de culpabilité. Flick a été condamné à la prison à vie, sans aucune chance de liberté. Son histoire nous rappelle sombrement que le système judiciaire ne peut pas toujours prévenir les tragédies, même lorsqu'il existe des signes évidents de danger. Ces affaires reflètent la complexité du système judiciaire et les défis liés au traitement des crimes graves. Même si Acklin et Flick ont finalement été tenus responsables de leurs actes, les cicatrices qu'ils ont laissées aux victimes et à leur communauté sont profondes et permanentes. Ils illustrent à quel point la recherche de justice peut être longue et douloureuse, mais aussi à quel point elle est essentielle et pour la société. La tragédie de Kimberly Doby et la souffrance des enfants blessés par Acklin nous rappellent que la justice ne consiste pas seulement à punir les coupables, mais aussi à protéger les plus vulnérables. Ces histoires, aussi sombres soient-elles, nous mettent au défi de réfléchir à la manière dont nous pouvons construire un système plus efficace et plus compatissant, capable d'empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent. La lutte pour la justice est un processus continu, et chaque cas nous enseigne quelque chose de nouveau sur la nature humaine et sur les défauts que nous devons corriger. Que ces histoires soient non seulement un témoignage de souffrance, mais aussi un appel à l'action pour garantir qu'aucune victime ne soit oubliée et qu'aucun crime ne reste impuni. Poursuivant le récit, l'histoire de Gregory McMichael et de sa condamnation ne concerne pas seulement le procès d'un crime, mais aussi un moment de réflexion profonde sur les questions raciales et juridiques aux États-Unis. L'affaire Ahmaud Arbery a révélé à quel point les préjugés peuvent conduire à des tragédies et comment la justice peut être une voie douloureuse mais nécessaire pour réparer les dommages historiques et sociaux. Après la condamnation, la communauté de Brunswick, où le crime a eu lieu, a été divisée. Beaucoup se sont sentis soulagés par cette condamnation, la considérant comme une étape importante contre le racisme structurel. D'autres, cependant, se sont demandé si la condamnation de Gregory McMichael résoudrait véritablement les problèmes systémiques qui ont permis à la tragédie de se produire. Après tout, le racisme n'est pas seulement un problème individuel,
mais aussi institutionnelle. L'impact de cette affaire a été amplifié par la vague de protestations qui a balayé les États-Unis en 2020. La mort d'Ahmaud Arbery, ainsi que d'autres cas comme ceux de George Floyd et Breonna Taylor, sont devenus un symbole de la lutte contre la violence raciale. Gregory et Travis McMichael sont devenus pour beaucoup un exemple de la manière dont les privilèges et les préjugés peuvent alimenter des décisions fatales. Même si Gregory avait 68 ans lorsqu'il a été reconnu coupable, son âge n'atténue pas la gravité de ses actes. La décision de poursuivre Ahmaud Arbery, fondée uniquement sur des soupçons infondés, a mis en évidence le danger d'agir sur la base de préjugés. Pour beaucoup de gens, sa condamnation représentait un point de rupture, un message clair selon lequel ces actes ne seraient plus tolérés, quel que soit leur auteur. Au cours du procès, la défense a tenté de faire valoir que Gregory et son fils protégeaient la communauté. Cependant, cette justification a été catégoriquement rejetée par le jury. L'accusation a présenté des preuves claires selon lesquelles la persécution et le meurtre d'Ahmaud Arbery n'avaient aucun fondement légitime, mais étaient le résultat de préjugés racistes qui déshumanisaient le jeune homme. La vidéo du crime, enregistrée par William Roddy, Brian, était l'une des pièces maîtresses de l'affaire. Il montrait Ahmaud courant, essayant d'éviter une confrontation avec les McMichaels et finalement abattu. Les images ont choqué le pays, soulignant la brutalité de l'acte et le désespoir d'Arbery. Pour beaucoup, la vidéo était une preuve indéniable que le crime était un meurtre et non une tentative légitime de arrestation par un citoyen, comme le prétendaient les accusés. La sentence de Gregory McMichael était dure, mais juste. Après avoir été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, il a été confronté à la réalité. Il passerait le reste de ses jours en prison. Pour lui, cela signifiait la fin d'une vie qui avait jusque-là été marquée par les privilèges et la conviction que ses actes n'auraient pas de conséquences graves. La douleur de la famille d'Ahmaud Arbery a été palpable tout au long du processus. Sa mère, Wanda Cooper Jones, est devenue une voix de premier plan dans la lutte pour la justice. Elle a refusé que la mort de son fils soit ignorée, poussant les autorités à agir et veillant à ce que l'histoire d'Ahmaud ne soit pas oubliée. Sa force et sa détermination ont été une source d'inspiration pour beaucoup. Gregory McMichael, qui a travaillé pendant des années comme enquêteur, connaissait mieux que quiconque le poids de la loi. Cependant, ses actions démontrent un profond mépris pour les règles qu'il avait autrefois juré de protéger. Sa condamnation a été considérée par beaucoup comme un rappel que personne n'est au-dessus des lois, quelle que soit sa position ou son origine. L'affaire a également mis en évidence l'importance de l'activisme et du pouvoir communautaire. Sans la pression du public, il est probable que Gregory et Travis McMichael n'auraient jamais été jugés. La diffusion de la vidéo du crime et la mobilisation nationale ont été cruciales pour garantir que justice soit rendue. Cet épisode a montré que la société peut et doit exiger des responsabilités de la part de ses autorités. Grâce à sa condamnation, Gregory McMichael est passé du statut de citoyen libre à celui de prisonnier. Il était confronté à la perspective de passer le reste de ses jours à réfléchir aux choix qui l'avaient amené là-bas. Pendant ce temps, la société continuait de débattre des questions plus vastes mises en lumière par cette affaire: le racisme, la justice et la valeur de la vie humaine. La mort d'Ahmaud Arbery, bien que tragique, est devenue un catalyseur de changement. Son histoire a été intégrée aux manifestations du mouvement Black Lives Matter, renforçant ainsi la lutte pour l'égalité raciale et la justice. La condamnation de Gregory et Travis McMichael a constitué une étape importante, mais nombreux sont ceux qui reconnaissent qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. En prison, Gregory McMichael a été confronté à une nouvelle réalité. Il n'était plus l'homme respecté dans sa communauté. Aujourd'hui, il était connu comme l'un des responsables d'un crime odieux qui a ébranlé la nation.
Cet isolement, tant physique qu'émotionnel, serait son nouveau compagnon. Pour beaucoup, l'héritage de Gregory McMichael sera toujours associé à la tragédie d'Amo d'Arbery. Mais son histoire est aussi une leçon sur les conséquences des préjugés et de la violence. Cela nous rappelle que nos actions ont un impact et que les décisions prises en quelques secondes peuvent changer des vies pour toujours.